Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence où nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Villon-Benveniste. Alors, quelques mots d'introduction. Donc, Guillaume a publié chez Erol, excellent éditeur, un livre qui s'appelle « Les secrets des entrepreneurs de la Silicon Valley, innover pour devenir leader ». Alors, Guillaume et moi, on se connaît depuis assez longtemps. Il a eu la gentillesse de dédicacer ce livre, de me faire une petite dédicace. On se connaît depuis longtemps puisque nous sommes tous les deux ESSEC. Et il y a peut-être une quinzaine d'années, Guillaume était venu me voir dans mon bureau. À l'époque, j'étais déjà dans l'outplacement parce qu'il était très intéressé par mon premier livre qui était donc sur le réseau. Et depuis, c'est vrai qu'on a souvent travaillé ensemble. Et ce qui était très intéressant, c'est que Guillaume s'est assez rapidement intéressé à l'innovation. Et donc je lui ai conseillé à l'époque de créer un blog, voilà, de creuser ce sujet. Ce qu'il a fait, et son blog est devenu une référence dans l'innovation. Et une très belle histoire de réseau. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir créé ce blog sur l'innovation lui a permis de rencontrer tous les patrons de l'innovation du CAC 40 et du SBF 120. Et ensuite d'aller faire un certain nombre de voyages dans la Silicon Valley qui lui a permis là aussi de rencontrer un certain nombre de pontes du domaine. Et vraiment, c'était ce blog qui était sa porte d'entrée pour justement créer du réseau et collecter toute cette information. Donc ensuite, la dernière étape, ou en tout cas l'étape suivante, était de publier un livre, ce qu'il a fait. Et c'est donc les grandes conclusions de ce livre qu'il va nous présenter maintenant. Guillaume, c'est à toi. Merci Hervé, merci de me recevoir. Donc effectivement, Hervé est mon mentor depuis 15 ans. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler du livre. Et juste pour vous dire les choses, à la fin de cette conférence, je vous poserai une question. Et la personne qui répond correctement à la question aura le droit à l'exemplaire de ce livre. Alors peut-être quelques mots sur le titre. En fait, le plus important dans le titre, c'est le sous-titre. Ce qui est totalement illogique, mais bon, c'est pas grave. Et le mot le plus important dans tout le sous-titre, c'est leader. L'innovation, c'est un moyen pour acquérir une position de leadership industriel. C'est important de faire cette précision parce que pour beaucoup de personnes, l'innovation, c'est cool en tant que tel. Et moi, c'est pas l'opinion que je partage, bon, c'est banal de dire ça. C'est pour expliquer que l'innovation doit servir de différenciateur concurrentiel. Sans transition aucune, j'ai commencé mon livre et aussi cette présentation en parlant de la belle époque. Il y a quelques années, j'avais rencontré une directrice générale d'une grande banque et je lui explique ce que je m'apprête à vous expliquer et elle m'a répondu que l'innovation, c'était pas un truc français. Et il se trouve que au cours de la deuxième révolution industrielle, on vit la troisième actuellement, l'épicentre mondial de l'innovation, c'était Paris. Et donc pendant une période qu'on appelle la belle époque, qui va de 1873 à 1913. Et à cette époque-là, il y avait une trentaine de nouveaux secteurs qui ont été créés, et sur ces 30 nouveaux secteurs, Paris était leader dans 23 d'entre eux. Enfin, Paris et la France étaient leaders dans 23 d'entre eux. Et à l'occasion de l'exposition universelle, dans un monde qui contenait 1,7 milliard d'individus, 70 millions de personnes sont venues à Paris. À une époque où il n'y avait pas l'aviation commerciale, il n'y avait pas le transport de masse. Dans le métro, et plus particulièrement au Bon Marché, on parlait 38 langues, et lorsque vous allez au Bon Marché et qu'on ne parlait pas votre langue, c'était gratuit. Il y avait aussi, chose qu'on a totalement oubliée, avant la belle époque, quelques années avant, la création de l'école supérieure de commerce, donc, qui aujourd'hui s'appelle le SCP. Et ça, c'est la première école de commerce au monde, c'est-à-dire la première école à être créée dans le monde occidental, avant Harvard, chose qu'on a oubliée. Et je dirais peut-être une dernière chose, cette école a été créée par Jean-Baptiste Sauzet, qui est un grand philosophe. Et donc, ça montre qu'il y avait une fertilisation, ce qu'on appelle une fertilisation croisée, c'est-à-dire le fait de faire travailler ensemble des gens qui ont des compétences différentes. Aujourd'hui, quand on voit une certaine monotonie des compétences cognitives, on voit qu'on a perdu cette dimension-là. Et enfin, dernière chose, il y a une anecdote que je trouve extrêmement révélatrice, qui est réelle, hein, qui s'est passée dans un café à l'Opéra, donc à côté d'ici. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui présente un projet à des gens, donc dans un café, et le garçon de café donc sert le café, il sert un premier café, un second café, puis en venant et en sortant à chaque fois qu'il sert le café, il écoute ce qui est dit.
Et à la fin de tout ça, il trouve que ce qu'il a compris de l'histoire était bien, donc il décide d'investir dans l'entreprise. Et on lui remet une action, donc c'est comme une sorte l'action c'était grand comme ça à l'époque. Donc on sort ça d'une sorte de dépliant pour artistes. Et lui, il achète l'action et il l'affiche chez lui dans son salon. Et ça, c'est pour expliquer l'idée que l'innovation, en fait, on était capable à cette époque-là, on adhérait tellement à l'innovation qu'on affichait les actions des entreprises dans lesquelles on avait investi dans son domicile et dans son salon. Donc je ne sais pas ce que vous avez prévu d'afficher dans votre salon, mais sachez que vous pouvez acheter des actions Google. Voilà. Non, mais c'est pour expliquer qu'il y a un autre état d'esprit. Et que l'innovation, c'est plein de choses. C'est des fertilisations croisées, c'est un leadership industriel, mais c'est aussi un engouement pour un discours du renouveau. Alors, sans transition aussi, là il y a une transition, on va parler de la Silicon Valley. Oui, la dernière chose sur la belle époque, c'est que James Phelan, qui était le maire de San Francisco, est venu à Paris en 1900 pour sa campagne de réélection. Il a été élu en 1896. Et il a voulu faire de San Francisco le Paris de la côte ouest. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va dans la Silicon Valley pour voir comment se moderniser. Alors la Silicon Valley, donc comment parler de la Silicon Valley et pourquoi en parler? Alors pourquoi? Parce que la question du pourquoi, c'est quel discours autour de l'innovation, quel courant d'innovation? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de façons différentes de parler de l'innovation. Par exemple, il y a des gens qui disent qu'en Inde, il y a et je ne vais pas citer nommément les courants ni les personnes qui les portent, il y a des super façons d'innover. Mais le problème, par exemple, de comment c'est fait en Inde, c'est que c'est une façon d'innover qui répond à une problématique de sous-équipement. Par exemple, ils utilisent des bouteilles d'évian pour faire des arrosoirs, ou alors ils convertissent des vélos en une sorte d'éboueur, etc. Ben ça, en France, on n'a pas ce problème, on a plutôt un problème de suréquipement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a l'essor de l'économie collaborative, des Blablacar, c'est que les gens ont trop de voitures, donc ils ne savent pas quoi en faire. Je pourrais citer d'autres écoles d'innovation, je ne vais pas le faire, mais si j'ai choisi de parler de la Silicon Valley, c'est qu'elle répond aux problématiques pour la France d'aujourd'hui. La Silicon Valley, c'est un endroit qui crée par an 58 000 emplois, dont le salaire moyen est de 118 000 $ par an. C'est des entreprises comme on appelle les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, dont l'âge moyen est de 18 ans et qui en 18 ans ont réussi à créer une valorisation boursière qui est équivalente à l'ensemble du CAC 40 français, qui lui a un âge moyen de 103 ans. Donc en 18 ans, on fait ce que d'autres ont fait en 103 ans. Il y a aussi plein de startups très dynamiques qu'on appelle les licornes, qui ont une valorisation boursière de 1 milliard $, donc il y en a 60, et il y en a 180 à 500 millions $. Donc voilà, c'est pour donner quelques idées, et un taux de croissance de 5% par an. C'est pour donner une idée du dynamisme de cette région qui compte 3 millions d'individus. 3 millions d'individus, donc c'est peu en fait, 3 millions d'individus. Pour information, il me semble que la France a créé en 2015 50 000 emplois, donc un pays de 65 millions d'habitants, une zone géographique 3 millions d'habitants qui en crée 58 000, voilà, ça donne une idée des choses. Alors, premier quiz, mais ce n'est pas un quiz qui vous permettra d'avoir le livre. C'est quel est le point commun? Quel est le point commun ici? Communication. Il y a d'autres idées. Musique. Technologie. Très bien. Bah, effectivement, c'est la musique. Bravo. Et l'autre point commun, c'est que ces entreprises ont toutes été leaders. Elles ont toutes été leaders de l'industrie musicale à différents moments lorsque la forme produit a été celle qu'ils ont promue. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est, semble-t-il, en tout cas si on se réfère à ce graphe, jamais le leader d'une forme produit qui reste leader lorsqu'on change de forme produit. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que quand on regarde sur 65 ans, on voit que les délais de changement de forme produit, le cycle industriel, se raccourcit. Donc moi, si je suis DG ou si je suis investisseur, etc., ça m'inquiète un petit peu parce que ça veut dire que je sais pas dans quoi j'investis. Enfin, j'investis chez un leader, mais dans quelques années, il ne sera plus leader. Ça, c'est assez aussi tragique, puisque derrière chaque entreprise, il y a ce qu'on appelle ce que Michael Porter appelle une structure industrielle, donc on peut qualifier différemment. Bref,
c'est que évidemment là il y a des fournisseurs pour faire le petit boîtier en bois. C'est pas le même fournisseur qui fait le boîtier en bois de celui qui fait le boîtier en plastique. C'est pas le même fournisseur ici qui doit faire le vinyle que celui qui fait la bande magnétique pour les cassettes audio. Donc en fait, à chaque fois, on change totalement de structure industrielle. On change de fournisseur, on change de chaîne de distribution, etc. Et pour vous donner une idée, le taux de survie, lorsqu'on passe de là à là, et plus particulièrement de là à là, c'est de 9%. Donc il y a 9% des entreprises qui survivent le passage d'une forme produit à une autre. Ça c'est très important de comprendre ça et de comprendre en fait l'enjeu derrière. Et c'est d'autant plus important qu'en France, on vit dans une économie qui est vraiment particulière, qui est différente des autres économies européennes et américaines, parce que, contrairement à ce qu'on croit, on est vraiment des héritiers. On est des héritiers de la belle époque. 100% des entreprises du CAC 40 ont été créées à la belle époque. Et l'ensemble de ces secteurs industriels arrivent aujourd'hui à maturité, mais depuis déjà longtemps. Donc si maintenant toute l'économie arrive à maturité en même temps, et que quand on change de forme produit, il n'y a plus que 9% de survivants, bah, il ne va pas nous rester beaucoup de parts de gâteau. Il faut qu'il se passe quelque chose. Aux États-Unis, on estime de façon plus générale que la durée de vie d'une entreprise diminue dans le temps. Et qu'on va arriver d'ici 2025 à une durée de vie de l'ordre de 14 ans. Donc, la question, là, le graphe que je vous ai montré ici, et donc j'ai expliqué qu'il y avait une histoire autour de la survie, que c'était important pour la France, etc. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que toutes ces entreprises qui sont là, les Sony, les Apple, etc., eh bien, ils ne se sont pas endormis, ils ont fait des choses. Et ils ont eu recours à 8 stratégies industrielles qu'on connaît tous très bien, et dont on dit tous qu'elles sont bien, et dont on lit tous dans la presse que c'est ça qu'il faut faire. Ben, elles l'ont fait. Et pourtant, en faisant ces 8 stratégies industrielles, ils n'ont pas réussi à pérenniser leur position concurrentielle. Donc, en l'occurrence, il y a eu beaucoup de R&D. Sony déposait 1200 brevets par an en l'an 2000, donc 1200 brevets par an. C'est 4 fois plus que Schneider, qui est un des dépositaires de brevets les plus importants en France. Et au même moment, en 2000, qui posait 1200 brevets par an, ils perdaient leur acquis concurrentiel dans la musique au profit d'Apple. Il y avait une vision du management. Quelques-uns des plus grands managers de notre époque sont dans cette industrie, donc évidemment Steve Jobs, Aiko Morita. Il y a des problèmes de réduction des coûts. Chez Sony, au début des années 2000, dans une entreprise où la tradition au Japon, c'est d'avoir un job à vie. Ils ont licencié 30% de l'effectif. Il y a eu des améliorations produits, donc on a fait des bandes magnétiques qui durent de plus en plus longtemps, qui se permettent de faire des réenregistrements, etc. Qu'on pouvait retourner, donc avoir 2 fois plus de capacité de stockage, en quelque sorte. Il y a eu des très bonnes gestions de fournisseurs, il y a eu des fusions-acquisitions dans tous les sens. D'ailleurs, dans les années 80, les plus grandes fusions-acquisitions ont eu lieu dans le secteur de la musique, avec des intégrations verticales, des intégrations en aval et en amont. Il y a eu beaucoup d'arrivées dans les marchés adjacents. Donc, par exemple, les bandes magnétiques, audio, c'est devenu des bandes vidéo pour faire de la musique. Les CD audio, c'est devenu des CD-ROM dans lesquels on mettait des logiciels, qui sont devenus ensuite des... Alors, avant ça, c'était des CD juste pour mettre de la mémoire, etc. Ensuite, c'est devenu des DVD. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Et enfin, il y a eu tout un travail autour de la compréhension du client. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, et c'est là où on voit que l'histoire industrielle a quand même... l'analyse de l'histoire industrielle, voilà, ça pose quand même des questions que les modèles économiques ne posent pas. C'est que ça remet en cause quand même beaucoup de façons de voir en fait ce qui constitue un avantage concurrentiel. Et alors moi, ma conviction personnelle, j'espère que j'arriverai à la partager avec vous, c'est que l'élément critique de l'avantage concurrentiel, c'est l'innovation. Donc une fois qu'on a dit ça, la question d'après, c'est qu'est-ce qu'on entend par innovation. Et en fait, pour répondre à cette question-là, on peut procéder de façon différente. Mais moi, j'ai souhaité vous expliquer la différence entre l'innovation et des mots qui sont proches de l'innovation. Par exemple, l'invention. Donc, l'innovation par rapport à l'invention, c'est quelque chose qui trouve, c'est une invention qui trouve un marché. Donc là, c'est des objets inventifs de Léonard de Vinci, donc en l'occurrence
une sorte de prototype d'avion. Il y a eu l'hélicoptère, il y a eu l'homme qui marche sous l'eau, etc. Et les princes de Florence, de Milan, ont acheté quelques-unes de ces nouvelles idées. Donc à ce moment-là, c'est devenu des innovations. Mais pour d'autres, ils ne les ont pas achetées. Donc celles qu'ils n'ont pas achetées, qui n'ont pas trouvé de marché, c'est des inventions. Et celles qui ont trouvé un acquéreur, c'est des innovations. Alors cette distinction-là me paraît particulièrement importante en France, où la tradition, ça consiste à confier de l'argent à des gens qui vont travailler dans un labo. Et puis ensuite, au bout de 15 ans, on voit si quelqu'un achète et on se rend compte que personne n'achète. Et ensuite, on dit voilà. L'autre distinction importante, ça c'est très important d'un point de vue commercial, c'est la différence entre innovation et gadget. Le gadget, c'est quelque chose de nouveau que vous achetez, donc il n'y a pas un problème d'absence de marché. Mais une fois que vous l'avez acheté, vous vous en servez une fois, deux fois, trois fois, et puis ensuite vous le mettez de côté. Donc l'innovation, c'est quelque chose qui s'immisce durablement dans votre quotidien. Et on pourrait faire la liste là, sur les 10 années passées, des objets nouveaux que vous avez achetés qui se sont avérés être des gadgets, parce que vous en êtes servi 2-3 fois, versus des objets nouveaux dont vous servez encore aujourd'hui presque quotidiennement. Par exemple, je ne sais pas si, mais typiquement quand vous êtes dans la voiture et que vous reculez, que vous entendez le bip 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 qui vous dit que vous allez rentrer dans le scooter, bah, moi ça me sert. Et parfois je me dis, quand je suis dans les voitures où c'est pas comme ça, je me dis, comment ils font ces gens-là? L'innovation, c'est pas non plus la technologie. Donc ça c'est un exemple réel qui vient de Californie. C'est donc un matériel médical. Donc il y a plusieurs exemples comme comme celui-là. Et là, c'est General Electric qui a donné qui a vendu un outil de diagnostic à un très grand hôpital à destination des enfants. Et en fait, cette machine, comme d'autres, d'ailleurs en particulier les machines dites d'IRM, génère une forme d'anxiété. Donc en fait, quand les enfants allaient dans la machine, ils devaient être mis sous sédatif et ensuite ils pouvaient utiliser la machine. Donc ça ajoute une étape de plus dans le processus de production, donc ça dégrade la rentabilité. Et donc au bout de quelques mois, les médecins ont dit à General Electric qu'il fallait soit qu'ils modifient les choses, soit qu'ils souhaitaient être remboursés pour ce matériel. Donc en fait, les gens de General Electric sont allés à la Design School de Stanford et ils ont créé toute une histoire autour du fait de passer l'examen médical. Donc dans cette histoire-là, je ne la connais pas, mais il y a d'autres histoires de pirates où en fait il faut être très, très silencieux parce que sinon vous allez éveiller les pirates. Et en fait, ce genre d'histoire-là, ça permet une appropriation de la nouveauté par le patient, en l'occurrence enfant, et donc ça a permis d'augmenter la productivité de l'appareil et donc de rester dans les clous en matière de rentabilité. L'idée derrière ça, c'est de dire que la technologie est la même. Le nombre de brevets pour ça versus la partie sans aucun storytelling, c'est la même technologie, c'est le même nombre de brevets, c'est le même investissement en R&D. Et pourtant, dans un cas, il y a un refus du client, et dans l'autre cas, il y a une acceptation du client. Enfin, dernier point, et ça c'est très important pour, je pense, pour nous et aussi pour les années à venir. L'innovation, c'est pas non plus le progrès. C'est des choses différentes. Le progrès, c'est une réflexion sur la place de l'homme dans l'univers, sur ce qui arrive après la mort. D'ailleurs, progrès en latin, ça veut dire une marche en avant. Et donc, il y a toute une dimension qu'on qualifie d'eschatologique, c'est-à-dire de réflexion sur les fins de l'homme, c'est-à-dire sur ce que doit être le sens de la vie de l'homme sur la planète, qu'on ne trouve absolument pas dans l'innovation. Ce qui donne lieu à des critiques sur le fait qu'on traverse une période relativement pauvre en matière de progrès, puisqu'on n'a peut-être pas cette réflexion sur le progrès comme on a pu l'avoir à d'autres moments dans l'histoire. Et juste une dernière chose, d'ici 2025-2030, il y aura eu des grands progrès en matière d'intelligence artificielle, et on estime qu'entre 50 et 75% des emplois salariés seront remplacés par des robots. Donc on pourra dire que ça c'est une innovation, mais est-ce que c'est un progrès? La question, on peut la poser comme ça. Donc voilà, moi si j'avais à définir l'innovation, je dirais que c'est une invention qui trouve un marché. Et une fois qu'on a dit ça, on arrive à la question d'après. C'est la question de l'exercice difficile de l'innovation. Et sur ce sujet-là, je vais être assez
rapide. Dans mon livre et aussi sur mon blog et aussi chez d'autres personnes, vous trouverez beaucoup de sources et d'explications sur la raison pour laquelle l'innovation est difficile. Mais aujourd'hui, dans les entreprises américaines du Fortune 500, la perte sur des projets d'innovation, c'est de l'ordre de 100 milliards de dollars par an. C'est beaucoup d'argent. Ce qui correspond à un taux d'échec compris entre 70 et 90%. Et dans les startups, le taux d'échec, c'est 90%. Donc ça montre quand même que c'est difficile de réussir à innover. Donc pourquoi ça? Et là, encore une fois, il y a plein de raisons, mais je n'en garder qu'une seule. Voilà, c'est donc juste pour expliquer de façon assez simple la façon qu'on a parfois d'expliquer ce que c'est qu'une entreprise. Michael Porter, au début des années 80 et à la fin des années 70, donc, il présente ce qu'il appelle la chaîne de valeur, et dans la chaîne de valeur, il explique qu'il y a qu'une entreprise, c'est une agrégation, une collection d'activités qui chacune font partie d'une fonction qui va de l'acquisition des ressources, des opérations, le marketing, la distribution. Et qu'en fait, l'ensemble de ça, c'est extrêmement précis. C'est-à-dire qu'on a pensé l'ensemble du système de production pour qu'il soit millimétré. Et cette fois-ci, je vais avoir recours à une parodie, qui est celle de Charlie Chaplin, donc qui critique les usines Ford. Et si j'ai choisi ce passage, c'est aussi parce que M. Henry Ford, c'est vraiment un des personnages les plus importants de la deuxième révolution industrielle. C'est lui qui invente l'usine, fabrication en série, etc. Grâce à l'électricité, une technologie transverse qui est l'équivalent du digital aujourd'hui. Et donc, à peu près 25 ans plus tard, Charlie Chaplin se moque de cette façon de produire. Donc là, pour le moment, tout va bien. On voit un ouvrier qui est dédié à sa tâche. Et on voit un contremaître qui l'amène à aller plus vite, à augmenter la cadence de production. Et ce qu'on voit aussi, et ça c'est très important de comprendre les conséquences, c'est que le travail de l'ouvrier, mais l'ouvrier c'est la métaphore de notre travail à nous tous en fait, du travail des gens dans la deuxième révolution industrielle. Le travail de l'ouvrier, c'est un travail répétitif. Donc c'est la première question pour l'innovation qui amène du nouveau. Comment on amène du nouveau alors que ce qu'on attend des contributeurs d'entreprise, c'est de la répétition. Bon, il y a un problème de cadence de production, donc ça juste très rapidement. Donc ça par exemple, ça n'existe plus aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire plus de voitures. On a plein de voitures. On n'a pas de problème de sous-équipement. Donc, on pourrait chercher à maximiser la productivité, mais vous voyez que on ne cherche plus à ce que tous les Américains aient une voiture. Tous les Américains ont déjà 2 ou 3 voitures. Donc voilà, là tout va bien. Là pour le moment tout va bien. Donc là ça dure 2 secondes. À cet instant précis, tout va bien. Donc on est au bon rythme. Et là, les gestes de Charlie Chaplin sont en synchronicité avec les gestes de son voisin, qu'on reverra tout à l'heure. Et donc avec l'ensemble de l'appareil de production. Mais à ce moment-là, intervient un facteur de variabilité. Attendez, oups. Donc là, on revient. Et voilà, donc là, plus vite. Là, ça va. Et là, une mouche. Voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un retard dans le processus de production parce qu'il y a un élément de variabilité. Donc, c'est une mouche, mais aujourd'hui, ça pourrait être une tornade, ça pourrait être plein d'autres choses. Bon, évidemment, c'est une parodie. Hein. Et Charlie Chaplin et Henry Ford, ils s'entendaient pas très bien. Voilà. Donc là, Charlie Chaplin cherche à rattraper son retard. Donc là, on voit que la mouche, ça a déréglé son travail à lui, qui a déréglé son travail à lui. Donc sur la chaîne de valeur qu'on a vue tout à l'heure, c'est comme si les opérations, ça déréglait une chose, mais donc ça dérègle aussi ce qui suit les opérations, c'est-à-dire le marketing, la distribution, etc. On voit aussi d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais donc lui il doit faire comme ça, et lui il doit faire comme ça, et lui il doit faire un autre truc que donc on voit pas très bien. Mais donc c'est vraiment des gestes très répétitifs, c'est l'organisation scientifique du travail. Et donc ça revient sur ce que je disais sur le fait d'être dans la répétition.
Voilà. Et là, ce qu'on a vu, c'est que dans son effort stacanoviste de produire plus vite, il s'est emporté. Il a mal réussi à enlever son truc. Ça a créé une erreur de production. Et l'erreur de production entraîne l'arrêt de la machine de production. Donc c'est très grave en fait. Bon, c'est drôle, mais c'est très grave. Et ça, c'est pour expliquer donc, la tolérance. Parfois, on dit la tolérance à le nouveau catéchisme dans les directions d'innovation depuis quelques années, c'est de dire qu'il faut être dans la tolérance à l'erreur. Bah, ça, c'est notre modèle de production. Donc, je ne sais pas si vous voyez une tolérance à l'erreur. Là, c'est plus l'intolérance à l'erreur, parce que dès qu'il y a la moindre erreur sur le boulon, on arrête tout. Donc, il faut se rendre compte de la façon de créer l'appareil de production au XXe siècle et de voir ce qu'il est réellement et de comprendre en fait les problèmes qu'il pose, par exemple sur des sujets d'innovation. Donc une fois qu'on a dit ça, voilà, je vous ai expliqué une raison qui explique pourquoi c'est difficile d'innover. Il y en a beaucoup d'autres qui tiennent à la psychologie du consommateur, qui tiennent à la psychologie des décideurs, qui tiennent à le fait de modifier le modèle économique, etc. Qui tiennent à la technologie, les difficultés de time to market, etc. On ne va pas évoquer ces sujets, on va aller directement à la suite. Donc comment on fait pour réussir l'innovation? Donc voilà, si on revient sur l'exemple de la musique, eh bien, on peut se poser une question qui finalement est importante, c'est de voir que chaque forme produit apporte un élément de simplification dans l'expérience, dans le fait d'écouter de la musique. Par exemple, ici vous êtes limité à une quinzaine de pistes musicales, et ici vous en avez 1 millier. Donc il y a une plus grande accessibilité du volume de pistes musicales. La qualité sonore, acoustique entre ça et ça, donc ça c'est supérieur à ça. Ici on a Random Access, un truc qui s'appelle Random Access, donc par exemple là, si vous voulez passer à la piste 18, ben, il faut faire lecture rapide. Vous dites, ah tiens, on arrive à la fin, faites play, et là vous êtes au milieu de la piste 14. Donc il faut continuer, etc. Là, avec le CD, vous faites comme ça, puis vous voyez les fiches, les chiffres, et vous arrivez à 18, vous appuyez sur play, vous êtes au début de la chanson. Voilà, on pourrait multiplier les exemples. Évidemment, le grand changement entre ça et ça, c'est la digitalisation, donc c'est le fait de pouvoir acheter de la musique sans aller dans un magasin. Donc il y a une désintermédiation de toute la chaîne de distribution. Voilà. Donc voilà, donc en fait, la fonction de l'innovation, le sens de l'innovation, c'est de rendre ce que le client cherche à faire, en l'occurrence écouter de la musique, plus simple, plus économe, moins chronophage, plus accessible, avec plus fiable, de meilleure qualité acoustique, dans la mesure où c'est possible, donc augmentation qualitative de l'expérience. Voilà. Donc ça, c'est ça le premier prisme de ce qui permet de voir si une innovation, une nouvelle forme produit va l'emporter sur les formes produits d'avant. Est-ce que ces technologies nouvelles vont me permettre de faire ce que je veux faire d'une façon plus simple et moins chronophage, moins onéreuse, etc. Chaque étape de production, parce qu'en fait, un client qui veut écouter de la musique réalise, alors ce que je qualifie moi, bon après on peut parler du terme, mais des activités de production. Par exemple, là, si on veut écouter de la musique avec une bande magnétique, eh bien, il faut mettre la cassette dans, mettons, un Walkman. Ensuite, il faut fermer le clapet du Walkman, il faut insérer les écouteurs dans le Walkman, il faut mettre le truc dans le lien, il faut appuyer sur lecture, etc. Et chaque activité de production doit donner lieu, et c'est pour ça que Apple est très très doué, à une expérience émotionnelle agréable. Bon, enfin, là je vais dire des choses qu'il ne faut pas dire, mais moi j'ai longtemps été un homme PC. Et là je suis devenu un homme Mac. Et ben, je peux vous dire la différence, j'ai travaillé chez Microsoft. La différence d'utilisation d'un outil que je connais quand même très bien, parce que j'adore les ordinateurs, c'est très différent. Et c'est beaucoup plus agréable d'utiliser un Mac parce qu'on se sent libéré de toutes sortes de détails techniques que d'un PC où il faut se prendre la tête à chaque fois parce que ça n'a pas été fait par le fournisseur, etc. Et voilà. Et donc en fait, il faut penser au-delà de l'activité de production en tant que telle, de l'émotion que ça génère. Et donc d'où l'importance du design. Alors,
Et donc quand on a dit ça, on a couvert en fait deux sens de l'empathie, donc 2 sens sur 3. Ça c'est Daniel Goleman, donc c'est un grand psychologue américain. Et avant que je lise Daniel Goleman, je croyais, comme plein de gens, que l'empathie ça consistait à voir ses potes et dire, lorsqu'il leur arrive une tuile, dire « Ah, c'est pas cool si t'arrives ». En fait, en lisant Daniel Goleman, j'ai compris que c'était pas ça l'empathie. L'empathie, c'est 3 choses différentes. Un, c'est comprendre le quotidien des gens. Donc il n'y a aucune dimension émotionnelle. On comprend le vécu des gens. C'est-à-dire, dans les exemples de musique que je vous ai expliqué tout à l'heure, on comprend ce que les gens font pour écouter de la musique en 1980 lorsqu'ils ont un Walkman. Donc pour un homme politique qui a de l'empathie pour ses électeurs, c'est comprendre le quotidien de M. Dupont qui habite au 3e étage de la rue Bidule. Ensuite, une fois qu'on a compris le quotidien opérationnel, c'est-à-dire ce que les gens font, c'est comprendre comment est-ce que chaque activité génère une émotion particulière. Monsieur Dupont, quand il monte au 7e étage de son ascenseur, ben, il est essoufflé. Voilà. Surtout que quand il voit que de l'autre côté, en fait, il y a des ouvriers qui travaillent sur rénover la façade et qu'ils ont un petit ascenseur, machin, il faut appuyer, lui, il est super joli. Donc voilà. Donc c'est d'attacher une émotion à une activité effective. C'est différent de, par exemple, la psychanalyse, où la personne dit qu'elle est triste et vous lui dites que oui, c'est parce que quand tu avais 3 ans, etc., il y avait une histoire dans l'inconscient et tout. Là, c'est pas ça. Il se passe quelque chose dans la réalité, c'est une activité de production, donc l'activité de production génère une émotion. Et ensuite, le dernier sens de l'empathie, c'est le plus important pour les innovateurs, mais il est nécessaire de comprendre les 2 premiers pour comprendre le 3e sens, c'est la capacité d'anticipation. Donc en fait, vous remettez un objet nouveau dans les mains d'un consommateur et vous êtes capable d'anticiper le vécu émotionnel qui sera le sien quand il aura cet objet dans les mains. Et pour faire ça, en fait, on voit bien qu'il faut déjà avoir compris son quotidien, il faut avoir compris comment telle activité génère telle émotion. Et donc c'est comme ça que vous arrivez à créer quelque chose de nouveau en imaginant qu'il y a des gens qui pourraient aimer manipuler l'objet en question. Donc une fois qu'on applique ça à la musique, donc évidemment la question c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour écouter de la musique. Donc c'est les activités. Et donc je fais une liste qui n'est absolument pas exhaustive, mais c'est juste à titre d'exemple. Voilà, là s'il fallait évoquer un certain nombre d'activités de production liées à la musique, on dirait que, par exemple, autour de la musique, on a envie de se tenir informé des nouveautés musicales. Ou alors on veut préparer le matériel musical. Ou alors on veut choisir la musique qu'on souhaite écouter. Ou alors on veut changer de piste musicale, etc. Et pour chaque... Donc là, vous voyez, on ne parle pas de technologie, on ne parle pas de produit, on ne cherche pas à vendre quoi que ce soit, on ne cherche pas à lui pousser les cassettes audio, on s'en fout de tout ça. Et pour chaque activité, eh bien, on fait un sondage, enfin une sorte de sondage, on demande à des gens ce qu'ils pensent, et on leur dit, est-ce que vous êtes satisfait, entre 0 et 10, de la capacité que vous avez aujourd'hui à vous tenir informé des nouveautés musicales avec la forme produit. Donc on suppose qu'on est en 1900, on n'a qu'à dire qu'on est en 1975. On est en 1975 et on lui dit, est-ce que vous êtes satisfait des façons de vous tenir informé des nouveautés musicales? Et la personne vous dit, en général, les 300 personnes que vous avez rencontrées vous dites 3 sur 10, donc c'est pas très bien. Et après, vous lui demandez, est-ce que vous pensez que c'est important de se tenir informé des nouveautés musicales? La personne vous dit 9 sur 10, donc c'est très important. Donc là, on a un score d'opportunité, donc selon une formule qui n'est pas utile de détailler. Et donc on refait ce truc à chaque fois, et on arrive sur ce type de graphe, où chaque point correspond à un des éléments que le consommateur cherche à faire. Par exemple, le premier là, il a ce qu'on appelle un score d'opportunité important, il est à 15, donc c'est le plus important de tous, et il doit être par ici. Hop. Voilà. Et là, on voit qu'il y a un certain nombre de choses, d'activités de production qui ne sont pas très importantes, et pour lesquelles les gens sont plutôt satisfaits. Donc là, si vous décidez d'allouer des ressources à un projet qui va aider les gens à faire des trucs pas importants pour lesquels ils sont déjà satisfaits, vous allez faire un gadget. C'est-à-dire que vous allez faire un truc que les gens vont trouver nouveau, ils vont peut-être l'acheter, ou alors une invention. Voilà. Mais ça ne va pas vous permettre de pérenniser une nouvelle position concurrentielle.
De la même façon, si vous faites des choses dans le ventre mou, là où les gens sont satisfaits, et c'est un peu important, ou c'est pas très important, pas très satisfaisant, et bien de nouveau, vous ne traitez pas des vrais sujets de votre consommateur. Et donc c'est pour ça qu'il faut ne parler que de ça en fait, que de ce qui est très important pour le consommateur et pas satisfaisant. Et en fait, vous voyez que la place de la technologie, elle vient vraiment en second plan. C'est d'abord, je comprends le quotidien des gens, donc je fais preuve d'empathie au sens où je l'ai défini tout à l'heure. Et ensuite, je regarde les technologies, je vais à Taïwan, je vais à Hong Kong, je vais dans plein d'endroits. Je vois les nouvelles technologies qui existent. Et je vois si on ne peut pas, en combinant la technologie 3 avec la 18 et la 19, faire quelque chose qui permette de traiter ces enjeux de client. Donc ça, c'est pour comprendre le client. Et donc maintenant, il me reste encore 10 minutes. Aucun souci. D'accord. Donc maintenant, maintenant c'est bien, parce que vous savez ce qu'il faut faire. Enfin, vous avez une idée de ce qu'il faut faire. Maintenant, la question d'après, c'est est-ce que ça va être rentable ce truc? Et pour savoir si c'est rentable, il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à payer. Et il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui soient prêts à payer. Et pour faire ça, donc on fait ce genre d'analyse de marché. Alors, j'ai pris en fait donc ça, c'est un graphe que j'ai créé en regardant la vidéo de Steve Jobs, la keynote de 2007, où il présente l'iPhone. J'ai regardé au moins 30 fois. Et la keynote de 2007 de Steve Jobs, c'est un des meilleurs speeches d'innovateurs des 15 dernières années. C'est le top. Donc, là, il y a quoi? Alors, là, ce qu'on ne voit pas dans le graphe, malheureusement, donc ça, je ne vais pas l'expliquer, c'est que la valeur totale ici, donc contrairement à là, c'est 1 milliard. Donc, l'ensemble des gens qui veulent écouter de la musique et utiliser un téléphone, ils les estiment à 1 milliard. Et sur ce milliard, il y a 15% des gens qui ne sont pas satisfaits sur des dimensions importantes de l'activité de production de écouter de la musique et passer des appels téléphoniques. Et pour vous dire le côté absurde de l'histoire, passer un appel téléphonique en 2007 avec un smartphone, c'est une activité compliquée, puisqu'il faut appuyer une dizaine de fois sur le truc pour trouver la personne, etc. Donc c'est difficile, avec son smartphone de 2007, d'appeler quelqu'un. C'est incroyable, c'est quand même un téléphone. C'est parce que les gens, chose qu'on a complètement oublié, en 2006-2005, les gens, le délire, c'était combien de touches physiques on peut avoir sur un smartphone. C'était ça la course. Et donc il y avait Nokia qui disait, ah oui, on va passer à 63 touches. Avant on était à 62 touches, et là c'est 63 touches. On a rajouté, donc ils faisaient des gros zooms sur la touche qu'ils ont rajouté là, etc. Donc c'est pour dire que les gens rentrent dans une surenchère technologique, et ils sont totalement asservis à leur forme produit, et ils oublient complètement ce que le client cherche à faire. C'est quand même incroyable. Donc pour dire que de cette étude qu'a menée Steve Jobs, passer un appel, c'était une des choses les plus importantes pour les clients, pour lesquels ils étaient les moins satisfaits. Et c'est ce qui semble, enfin moi a posteriori, c'est ce qui me semble le plus évident. Quand on a un téléphone, ça sert à rappeler. Voilà. Donc, il a 150 millions de personnes qui ne sont pas satisfaits sur des dimensions importantes des tâches à accomplir des appareils dont on parle, c'est-à-dire le smartphone et en l'occurrence le lecteur de musique digitale. Sur les 150 millions, ils pensent qu'il y a 10 millions de personnes, donc 10 millions c'est une partie de 150 millions qui elle-même est une partie d'1 milliard, qui seraient prêts à payer pour un objet qui combinerait le smartphone avec l'iPod. Donc le smartphone, ceux de Nokia c'était 300 $, les iPods de Apple c'était 200 $, donc on arrive à un prix de 500 $. 500 $, ça c'est très intéressant, parce que c'est le prix le plus élevé des smartphones. Donc on est dans une entreprise qui n'est pas présente à la téléphonie, qui n'a pas de connaissances en matière de téléphonie, d'accord? Et ils arrivent avec un positionnement prix élevé. Vous lisez n'importe quel manuel d'innovateur, on va vous expliquer qu'il ne faut surtout pas faire ça. Ben, c'est exactement ce qu'ils font. Ok, et donc, donc là j'ai expliqué cette courbe-là. Maintenant il faut expliquer cette courbe-là, donc ça c'est aussi très très important. Donc ça, alors là pour le coup on va parler d'une erreur que je fais presque tout le temps. Donc moi je suis le genre de personne, et comme aussi d'autres personnes, à fantasmer sur ce que les gens aimeraient acheter. Voilà. Et bien si on veut réussir l'innovation, ça ne marche pas.
il faut réfléchir à ce que les gens achètent déjà. Donc vous prenez le PNL des gens. Alors là, on est sur les consommateurs. Donc vous regardez le budget des ménages, et vous regardez comment ils dépensent leur argent. Et ensuite, vous dites, bon bah, voici, et donc de ça, vous déduisez leur budget pour, par exemple, smartphone et musique. Et sur la base d'un budget qui est déjà alloué, en quelque sorte. Donc c'est pas, vous dites pas, on va leur prendre plus d'argent. C'est même, idéalement, on va leur faire les mêmes tâches à accomplir, mais pour moins cher. Donc ça, c'est très important comme distinction. C'est-à-dire que vous ne réfléchissez pas en termes de catégorie produit, mais derrière la catégorie produit, vous réfléchissez à la tâche à accomplir derrière. Donc un smartphone, ça sert à appeler. Et donc vous additionnez comme ça les différents budgets, donc ceux que vous ciblez, en l'occurrence là c'est la musique et le smartphone, et vous arrivez à 500 $. Donc juste très vite, Steve Ballmer, donc 2 jours après, il a dit, donc sur une chaîne de télévision nationale américaine, à 500 $, personne ne voudra acheter, il n'y a pas de touche physique, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de touche physique. Mais l'objet d'un téléphone, c'est pas d'avoir des touches physiques, c'est de passer des appels. Et aujourd'hui, donc chose que je n'évoque pas là, aujourd'hui, alors c'était aussi le cas un peu moins évidemment dans le passé, mais on va prendre aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, en 2016, les parts de marché de l'iPhone, c'est 15%, c'est très faible, mais on voit que ça vient d'ici. Mais les parts de profit, c'est 93%, parts de profit. Donc pour 15% des parts de marché, ils prennent 93% des parts de profit. Et en fait, ils prennent la valeur. Ils prennent la valeur parce qu'ils aident les gens à faire ce qu'ils veulent faire de façon plus simple. Voilà, c'est pour ça. Alors, quand on a dit ça, donc pour innover, il faut faire 4 choses. 1, il faut comprendre ce que les gens cherchent à faire et qui est le plus important pour eux. 2, il faut ne cibler que ce qui fait l'objet d'une insatisfaction. C'est-à-dire que si vous ciblez des trucs importants mais pour lesquels les gens sont déjà satisfaits, vous allez faire du gadget ou des choses comme ça. 3, il faut cibler des choses que beaucoup de gens cherchent à faire. Donc si vous ciblez une niche, bah, ça va maximiser, ça va augmenter votre risque d'investissement parce que il est dispersé sur un nombre faible d'individus. Et vous devez cibler des choses qui font déjà l'objet d'une dépense. Et donc à partir de là, j'ai créé le test bilan de Benveniste. J'en suis particulièrement fier. Et le test bilan de Benveniste, je l'ai pompé mot pour mot du test de Turing. Le test de Turing, vous connaissez peut-être, c'est un test où l'objet c'est de voir si l'ordinateur peut se faire passer pour un être humain. Donc on a un test dans lequel il y a 10 évaluateurs ici. Il y a, alors je vais parler du test de Turing et en analogie je vais parler du test bilan de Benveniste. L'ordinateur, il n'y a aucun contact visuel, ici c'est des murs. Et là, le collaborateur, l'ordinateur, il veut se faire passer pour un homme. Donc, ensuite, il y a des protocoles très différents, etc. Donc, je vais juste vous dire les protocoles que je retiens moi. C'est que tout ça, ça se fait par chat, donc il n'y a aucun contact visuel. Et en tout cas, aujourd'hui, les thèmes abordés sont restreints. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'a pas les moyens de se faire passer, n'a pas le niveau pour se faire passer pour un homme. Donc, en fait, on restreint, par exemple, le match de foot. Mais on ne peut pas faire tout. On ne peut pas faire la vie, le sens de la vie, les parents, etc. Enfin, non, ça, on ne peut pas. Et ensuite, vous avez ici un homme en chair et en os. Et donc, l'ordinateur veut duper les évaluateurs pour se faire passer pour un homme, et l'homme, il veut juste montrer que c'est un homme. Et donc, dans le test bilan de Benveniste, vous avez des innovateurs qui sont là à la place de l'ordinateur, ils veulent duper les évaluateurs pour se faire passer pour le client. Et le test porte sur les activités de production du client. Enfin, le thème, le sujet qu'on traite, c'est explique-moi ta vie, qu'est-ce que tu fais le matin, qu'est-ce que tu cherches à faire, etc. Donc en fait, c'est l'histoire de ce que je vous expliquais avant, c'est-à-dire les activités de production, ce qui est important, satisfaisant, etc. Et donc, si jamais on vous demande ce que vous pensez du test du bilan de Benveniste, la première chose à dire, c'est que c'est un test génial. Et lorsque vous avez réussi à... Lorsque vous, innovateur, vous passez ce test, eh ben on peut dire, moi c'est mon sentiment personnel, que votre culture du client
est suffisante. Puisque ça, c'est encore un autre truc, c'est on dit il faut la culture du client. C'est comment on mesure la culture du client. Donc ça, donc là, on met vraiment 10 personnes de la boîte, des gens externes, et on arrive à voir si les gens dans l'équipe d'innovation, ils ont une culture du client ou pas. Ok, donc à ce stade, on a bien parlé de la dimension client, et maintenant, on va parler de la dimension technologique. Donc, dans la dimension technologique, le sujet principal, c'est le time to market. C'est le fait d'arriver à temps sur le marché. Donc, le time to market, ça pose deux problèmes. Premier problème, arriver trop tôt. Deuxième problème, arriver trop tard. Alors, en fait, je vais traiter en inverse. Donc, arriver trop tard. Arriver trop tard, ça, c'est un peu la façon qu'on a de faire en France. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est le cas des grandes entreprises. Donc, en fait, les grandes entreprises, pendant à peu près 15 ans, elles ont cherché à être ce qu'on appelle des fast followers, c'est-à-dire être des gens qui arrivent, ils voient une startup qui fait un truc bien, il y en a 1000 qui font faillite, il y en a une qui fait quelque chose de bien, donc on copie ce que fait la startup qui fait des choses bien. Comme ça, on laisse les 1000 startups se planter, donc les investisseurs, voilà, et on ne suit que ce qui marche. Et ça, aujourd'hui, ça ne marche plus. Parce que le temps pour passer d'une valorisation faible à 1 milliard est devenu de plus en plus court. On a des startups qui font ça en quelques années, en 2 ans. Et quand on arrive à une valorisation d'1 milliard de dollars, en général, on a pris toutes les parts de marché sur le marché qu'on cible. Par exemple, aujourd'hui, Google n'a pas de concurrent. Uber n'a pas vraiment de concurrent. Donc ça s'appelle ce qu'on appelle les winner takes all, c'est-à-dire le fait qu'il y a un monopole naturel qui se crée après une arrivée d'une startup qui a trouvé quelque chose de pertinent. Donc en fait, le fait d'arriver trop tard, ça ne marche plus. C'est plus une stratégie industrielle qui fonctionne. C'était le cas avant, mais aujourd'hui, le digital, avec le fait qu'il n'y ait plus de frontières, avec le fait que quand on fait quelque chose, ça devient disponible partout, eh bien, ça ne rend plus possible le fait d'arriver trop tard. Deuxième chose, c'est le fait d'arriver trop tôt. Et là, en France, on a vraiment un exemple canonique, c'est l'exemple de Vivendi et Jean-Marie Messier. Donc, Jean-Marie Messier, en 2001, il a une super idée de la convergence entre les appareils mobiles et les appareils mobiles, le contenu et les tuyaux. Et donc, il y a plein de choses qui sont faites. Il veut qu'on écoute de la musique sur son téléphone. Il veut qu'on recherche de l'information sur son téléphone, etc. Mais, à cette époque-là, la qualité des réseaux, la qualité logicielle, la vitesse des microprocesseurs ne permet pas de faire ça d'une façon agréable. Et puis, par exemple, si vous voulez écouter de la musique, il faut laisser télécharger pendant 15 minutes. Et donc ça, personne n'a la patience de faire ça. Donc, on peut avoir la bonne vision, mais arriver trop tôt. Et donc, le vrai sujet, c'est quand est-ce qu'on aura l'offre technologique disponible qui nous permettra de rendre opérant la vision business qu'on porte. Donc, c'est d'être sûr que la technologie dont on a besoin pour faire son idée, puisqu'on sait ce qui est important et pas satisfaisant pour les gens, donc ça, c'est bien. On sait ce qu'ils veulent dépenser, on sait qu'il y a plein de gens qui veulent faire ça. Mais ensuite, il faut s'assurer qu'avec la vision produit qu'on porte, la technologie qui existe aujourd'hui ou dans 3 ans selon l'horizon d'investissement, elle sera d'une qualité suffisante pour soutenir, pour faire exister la vision qu'on a. Et alors pour faire ça, on a recours à ce qu'on appelle la loi des retours accélérés. Donc là, je vais en faire une présentation rapide, mais c'est indispensable que vous connaissiez ça très bien. Pour ceux qui s'intéressent à l'innovation en tout cas, certaines personnes, des investisseurs comme Steve Juverson, considèrent que ça, c'est la loi économique de l'économie digitale. Donc c'est pour dire que c'est quand même important. Donc ici, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a déjà une donnée en temps. Donc là, c'est assez simple, ça va de 1900 à 2000. Et ici, il y a une donnée sur le nombre de calculs par seconde, donc exprimé en millions, ce qu'on appelle les MIPS, les millions d'instructions par seconde. Et on voit que quand on passe de là à là, on n'est non pas dans quelque chose d'incrémental, mais dans une multiplication. Par exemple, on ne passe pas de 10 à 12, 14, on passe de 10 fois 10, en l'occurrence fois 100, etc. Donc en fait, on est sur un graphe exponentiel. Et on voit que si on commence en 1900 et qu'on met un certain nombre d'ordinateurs, les performances informatiques d'un certain nombre d'ordinateurs référents, on arrive à quelque chose qui ressemble à une droite, à peu près. Voilà.
Alors même qu'au XXe siècle, il y a eu 2 guerres mondiales, la Shoah, 1929, la révolution culturelle, le mur de Berlin, etc. Donc, en dépit des soubresauts de l'histoire, il y a une continuité de l'amélioration de la performance technologique. Alors, là, une continuité de l'amélioration exponentielle de la technologie. Et on voit aussi, c'est la dernière remarque, que à chaque fois, il y a des types de technologies différentes. Et que, pour information, la loi de Morse, c'est celle-ci. Donc, c'est avril 1965 que la loi de Morse est formulée. Et ça correspond donc au transistor. Mais que quand on arrive aux limites de performance d'une technologie, il y a une nouvelle technologie qui est créée qui arrive à poursuivre l'amélioration exponentielle de la technologie. Et ça, en fait, c'est vraiment la loi de l'économie digitale. Et là, on l'applique à la vitesse de calcul, mais ça s'applique à la mémoire, la taille des disques durs. Ça s'applique à la miniaturisation des composants informatiques. Ça, c'est 1 million de fois plus puissant qu'un ordinateur qui faisait toute cette salle dans les années 60. Et donc, ça s'applique aussi à ce qui combine ce genre de technologie, par exemple le réseau Internet. Et donc, ce qui est recommandé en général, par exemple, c'est ce que Google a fait pour la Google Car, c'est de regarder son produit et de regarder chaque composant informatique, comment il va évoluer dans le temps, où est-ce qu'on le situe sur cette courbe. Alors évidemment, selon la technologie, c'est pas exactement la même courbe, etc., c'est pas les mêmes données ici. Mais, et donc comme ça, on arrive à voir comment ça va évoluer à 3 ans, à 5 ans, à 7 ans. Et donc pour la Google Car, c'est extrêmement intéressant, puisque en 2007, il y a un composant laser qui s'appelle le Leiden, qui est situé en haut de la voiture, qui coûtait 40 000 $. Et l'ensemble de la voiture coûtait 400 000 $. Bon, bah, c'est très dur d'être rentable sur un objet qui coûte ce prix-là. Et ils ont décidé de poursuivre ce projet d'innovation parce que, par exemple, le Leiden connaissait une amélioration exponentielle. Et donc, il y avait une diminution du prix pour une performance donnée. Et aujourd'hui, le Leiden il est passé de 40 000 à 400 $. Et la Google Car, je ne connais pas le prix total de combien coûte une Google Car, mais c'est pas ce que c'était avant. Et ils ont décidé de poursuivre ce projet parce qu'ils savaient que la technologie allait offrir une croissance exponentielle des performances, une diminution des prix, que donc ils arriveraient à être rentables. Alors innover, ça veut dire combiner plusieurs choses. Donc combiner notre compréhension du client, ce qui est important pour lui, ce qui est satisfaisant ou pas satisfaisant. Comprendre les dynamiques économiques, pourquoi il est prêt à payer, ce qu'il ne peut pas payer, etc. Combien de gens, etc. Et ensuite, voir l'offre technologique à disposition. Et sur la base de ça, on a ce qu'il faut pour créer une nouvelle forme de produit qui viendra prendre la suite de Deezer et Spotify. Et donc, une fois qu'on a ça, on a obtenu 2 éléments sur les 9 qui permettent de créer un modèle économique innovant. On a une compréhension du problème des clients et on a un prototype de solution, de produit qui permet de résoudre ce problème. Ensuite, c'est des questions plus classiques de valorisation de expression de la provision de valeur, de chaîne de distribution, etc. Voilà, donc si j'avais à résumer, je dirais que la Silicon Valley, il y a 120 ans, c'était à Paris. Que la Silicon Valley aujourd'hui est un référent parce qu'ils ont des méthodes d'innovation qui ont montré leur efficacité, qui sont l'épicentre de l'innovation depuis une 50aine d'années. Que l'innovation, c'est quelque chose de nouveau qui aide les gens à faire des choses importantes pour lesquelles ils ne sont pas satisfaits avec les formes de produits actuels. C'est aussi l'innovation quelque chose qui s'adresse à un nombre important de gens sur des dépenses qui sont déjà réelles. Et pour réussir l'innovation, il faut s'appuyer sur une connaissance, une compréhension de l'offre technologique du futur qui permettra de rendre son produit rentable. Très bien.